Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rétrociné, votre rendez-vous cinéma qui vous transporte dans les films de patrimoine du cinéma mondial avec des œuvres disponibles gratuitement ou presque sur internet, dans les festivals, dans vos médiathèques et cinémathèques près de chez vous. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. J'espère qu'elle sera remplie de bons films que vous allez découvrir soit au cinéma, soit avec nous. Et sans plus attendre, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle séance, hors séance, car il va s'agir d'un entretien. Un entretien avec monsieur Noël Herp, historien du cinéma et spécialiste de Clouzot. On lui doit notamment la rétrospective dédiée à Henri-Georges Clouzot. Avec lui, nous allons revenir sur notre épisode consacré au diabolique, mais également aller plus loin pour en connaître davantage sur ce réalisateur, ses goûts, son style et tout ce qui a inspiré le cinéma mondial. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'interview de Monsieur Herp et ensemble de plonger un petit peu plus dans la cinématographie de ce génial réalisateur avec ses controverses, mais également avec tout ce qui découle de son cinéma encore aujourd'hui. Eh bien, Monsieur Noël Herp, bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir dans le podcast Rétrociné pour échanger avec moi, pour justement aller plus loin sur notre épisode précédent concernant les diaboliques de Clouzot. On va revenir un petit peu ensemble sur l'entièreté de la carrière de Clouzot. Avant tout, je vous présente, vous êtes écrivain, vous avez notamment écrit Souvenirs écran et vous êtes historien du cinéma français. Je vous contacte car vous avez été également commissaire à l'exposition en lien avec la Cinémathèque sur le mystère Clouzot. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus pour nos auditeurs ? Écoutez, on est surtout là pour parler de Clouzot, mais moi je suis historien du cinéma français, j'ai écrit pas mal de bouquins sur la question, j'ai coécrit une biographie d'Éric Rohmer, j'ai fait aussi une exposition sur Sacha Guitry, j'ai travaillé sur René Clair, en tout cas je suis assez focalisé sur le cinéma français, disons de la période classique, donc c'est un peu à ce titre que j'avais été sollicité par Serge Toubiana et la Cinémathèque française. Ensuite, le projet a été repris par l'actuel directeur Frédéric Bonneau pour valoriser en fait un fonds d'archives qui avait été versé à la Cinémathèque française de Clouzot, puisque la veuve d'Henri-Georges Clouzot étant décédée il y a quelques années, ces archives se sont retrouvées donc en lieu sûr, en de bonnes mains, et j'étais un peu chargé d'expertiser ce fonds pour savoir si ça valait le coup de faire une expo, ce que j'ai plutôt préconisé. Donc on a fait, c'était pas une très grande expo, mais enfin c'était quand même une expo à catalogue. Avec on a pu montrer les storyboards de Clouzot, tout son travail préparatoire pour l'enfer, le mystère Picasso, des photos de tournage très belles. Et ensuite, il se trouve que donc il y a eu un très beau catalogue chez Liénard, et puis 2 ou 3 ans après, j'ai fait un recueil de correspondances entre Clouzot et sa première, c'est pas tout à fait sa femme, sa maîtresse en titre et sa muse, son interprète, Suzy Delair. Voilà, donc j'ai publié ça chez Pierre-Julien Marest, Clouzot Delair, voilà. Donc je suis un peu un multirécidiviste de la cause Clouzot. Multirécidiviste, j'aime beaucoup ce mot quand on parle de Clouzot en plus. Voilà. Ma première question, elle va être toute simple en fait, mais pourquoi vous êtes-vous intéressé au cinéma d'Henri-Georges Clouzot en particulier ? Je crois que c'est un peu au carrefour de mon goût pour le cinéma français dont je viens de parler, et aussi du fait que peut-être que moi quand j'ai commencé à écrire sur Clouzot, c'était dans la revue Positif il y a une trentaine d'années, finalement on n'en parlait pas tellement de Clouzot, et pourtant ça m'avait frappé à l'époque, parce que la revue Positif à laquelle je participais régulièrement avait fait un référendum sur le film criminel. On avait élu les meilleurs films criminels français. Je crois que les 2 films qui étaient sortis en tête, c'était Touchez pas au Grisby de Jacques Becker et Quai des Orfèvres. J'avais fait un papier à ce sujet sur les films criminels de Clouzot. C'est un peu comme ça que je suis devenu un peu malgré moi un spécialiste de ce cinéaste. Et par ailleurs, c'est vrai, je dois le reconnaître, je suis vraiment très passionné, et de plus en plus, ça c'est plutôt quelque chose qui m'est venu avec l'âge, je sais pas, certains disent le thriller, mais pour moi c'est pas ça le thriller. C'est pas le thriller, c'est autre chose pour moi. Je pense pas qu'on puisse vraiment dire que Clouzot soit un cinéaste de thriller. Il y a aussi la question du film noir. Je sais que j'ai certains collègues
qui considèrent que Clouseau est un représentant du film noir. Je suis pas non plus du tout d'accord. Pour moi, le film noir ou thriller, ce sont plutôt des films, disons, bon, en tout cas, pour le film thriller, c'est compliqué à définir. Le film noir, pour moi, c'est plutôt un cinéma qui se passe dans les milieux de la pègre, avec une certaine atmosphère. Ça vient de la littérature du même nom, le roman noir, et donc voilà, la série noire. Donc, on se retrouve avec des films comme Le Réchichi, par exemple, ou Le Grisby, qui sont typiquement des films noirs à la française. Je ne crois pas du tout que Clouseau appartienne à cette veine. C'est plutôt ce qu'on appellerait le whodunit, c'est-à-dire le film à énigme, le film à suspense, tout simplement. Le film à suspense. Or, le film à suspense, c'est pas du tout la même chose que les deux genres que je viens de citer. C'est vraiment un cinéma où il y a un crime, plusieurs crimes éventuellement, un coupable, ou peut-être pas de coupable du tout, mais enfin, en tout cas, il y a une enquête pour déterminer qui a tué. C'est ce qu'on appelle le whodunit. C'est plutôt une tradition anglo-saxonne, remontant évidemment aux livres de Conan Doyle ou d'Agatha Christie, magnifiquement illustré évidemment, comme on sait, par Hitchcock. Mais Clouseau n'est pas indigne de son homologue britannique, et il a fait des films tout aussi géniaux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que grâce à votre génération et à celle qui l'a précédée, on peut dire que là, Clouseau est revenu à sa place qui est quasiment égale à celle d'Hitchcock, aussi éclatante que celle d'Hitchcock dans la maîtrise de ce registre. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous avez commencé par dire que justement, à l'époque, finalement, on ne parlait pas tant de Clouseau, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce revival, je pense que également votre exposition l'a montré, l'exposition que vous avez fait en 2017, pourquoi y a-t-il un renouveau d'intérêt pour le cinéma de Clouseau aujourd'hui? On parle aussi d'Hitchcock. Hitchcock a été très populaire ces dernières années. Et là, on revoit Clouseau réémerger, j'ai envie de dire. Il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu, l'exposition de la Cinémathèque a été importante, mais il y a eu une sorte de convergence comme ça, d'alignement d'astres. Il y a eu en même temps, il faut le dire, l'extraordinaire énergie d'une personne qui s'occupe des droits de Clouseau, qui s'appelle Guylaine Gracieux, qui a milité avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour fédérer un peu tout le monde autour de ce revival Clouseau, et avec succès, puisqu'il y a eu d'autres expositions, il y a eu pas mal de rétrospectives dans toute la France, et moi-même, à cette occasion, j'ai fait toute une tournée de conférences. Je crois que c'était jamais fait, et ça se fera sans doute plus jamais dans toute la France, puisque j'ai fait 50 conférences en l'espace de 6 mois, c'est quand même énorme, autour de Clouseau. Donc j'allais dans toutes les villes de France porter la bonne parole, ou le venin, je ne sais pas comment il faut dire. Et je reprenais un peu mon propos de l'exposition de la Cinémathèque. C'est-à-dire, j'essayais de montrer à quel point Clouseau est d'abord un très grand metteur en scène, mais d'abord un grand plasticien, en fait, un grand homme d'image, et quelqu'un qui conçoit ses plans d'une manière, avec une grande précision et avec une grande fidélité à une image intérieure qu'il veut voir restituée sur l'écran. Donc ça, c'était un peu mon parti pris. J'essayais de montrer cette picturalité du cinéma de Clouseau. Et j'en ai fait donc un livre, donc vous avez fait l'amabilité de citer tout à l'heure, Souvenir écran, qui est un récit de cette balade dans la France profonde, qui était restée, si j'étais méchant, je dirais qu'elle était restée un peu celle de Clouseau, mais c'est vrai qu'à certains moments, je me suis retrouvé dans des endroits où j'avais vraiment l'impression de retrouver l'ambiance du Corbeau ou des Diaboliques, notamment à Niort. Quand on va à Niort, qui est la ville natale de Clouseau, comme vous savez, et où une scène des Diaboliques a été tournée, oui. Plusieurs extérieurs, on retrouve l'ambiance. On retrouve l'ambiance des Diaboliques, on retrouve un peu l'ambiance du Corbeau, et on retrouve évidemment l'ambiance qu'a connue Clouseau dans son enfance, et qui inspire sa peinture extraordinairement méchante et juste, hélas, de la province française. Voilà. Mais je dois quand même rappeler qu'avant tout ça, ce qui, à mon avis, a contribué à permettre ce revival Clouseau dont vous parlez, à juste titre, c'est l'initiative de Sergio Bomberg. C'est-à-dire quand Sergio Bomberg a fait ce coup de poker de ressortir les rushs de l'enfer, ça a été formidable pour Clouseau, parce que d'abord le film de montage qu'il en a tiré est très beau.
les rushs sont magnifiques, mais je trouve aussi que la manière dont il les a articulés était très intelligente. Et il a fait un travail de vraiment, là, pour le coup, de révéler derrière le Clouseau qu'on connaissait, ou qu'on croyait connaître, un autre Clouseau qui était un Clouseau expérimental, un Clouseau épris d'art plastique, avec toute cette dimension de recherche d'un autre cinéma possible. Au moment où il y a la nouvelle vague, Clouseau il cherche une espèce d'avant-garde plastique à travers le cinéma. Alors peut-être d'une manière un peu désespérée, hein, mais c'est quand même un chantier absolument fascinant. Donc je crois que le fait que Bromberg ait révélé ce chantier a amené pas mal de gens à regarder Clouseau autrement. Et à se dire que c'était pas simplement un raconteur d'histoires divertissantes, mais que c'était d'abord un grand metteur en scène et quelqu'un qui avait une préoccupation formelle qui faisait la réussite très grande de ces films criminels. Quand on regarde évidemment qu'il y a les Orfèvres ou Le Corbeau ou Les Diaboliques, on est sensible au récit, on est sensible à la construction dramatique, à la direction d'acteurs, et Dieu sait que c'est important. Mais je crois qu'on se rend compte de plus en plus que ces films ne tiendraient pas autant, ils ne seraient pas aussi fascinants s'ils n'étaient pas d'abord admirablement composés au point de vue de l'image et au point de vue du cadre, et dans ce qu'on met à l'intérieur du cadre. Moi, je me suis amusé, par exemple, à faire des captures d'écran pour la Cinémathèque qui se retrouvent dans le catalogue de l'Expo, des captures d'écran de plans de Clouseau, et c'est des plans qui tiennent. C'est pas si fréquent, hein, quand vous sortez un plan d'un film, souvent ça s'effondre. Et là, ce sont des plans qui sont presque des tableaux, et qui en même temps sont beaucoup plus que des tableaux parce qu'ils sont pris dans le mouvement du récit. D'accord, très clair. On a déjà évoqué ce nom du Whodunit à plusieurs reprises depuis notre échange. On parle étroitement de Hitchcock quand on pense à Clouseau. Beaucoup de gens prennent cette expression de Clouseau, c'est le Hitchcock anglais. Français. Hitchcock français, évidemment. Et justement, on se trouve un petit peu malin avec mon frère d'imaginer, mais est-ce que Hitchcock ne serait pas plutôt le Clouseau anglais ? C'est pas totalement faux. En tout cas, il faut se garder de l'illusion que Clouseau a été influencé par Hitchcock. Parce que faut quand même rappeler que Clouseau, il débute dans les studios français et allemands d'ailleurs dans les années 30. Ensuite, il fait ses premiers films continentaux au début de l'occupation. À ce moment-là, je suis pas certain que Clouseau était tellement connu en France. Je pense qu'on avait vu les 39 marches, peut-être, mais comme vous savez, les films anglais étaient interdits en France pendant l'occupation, donc ça m'étonnerait que Clouseau ait été un fin connaisseur d'Hitchcock, et c'est peut-être plus vraisemblable de se dire que Hitchcock a pu voir, alors sans doute après la guerre, hein, un film comme Le Corbeau, mais il est certain que, il y a une capillarité, mais il ne faut pas surestimer l'influence de l'un par l'autre. Quand on voit, par exemple, par contre, il y a cette capillarité dont je parle, qui est très forte, qui est troublante, mais qui est aussi un phénomène d'époque. Il y a forcément le cinéma porte un inconscient collectif, ce que j'appelle un inconscient historique, qui parfois traverse les continents. Et c'est très frappant de voir, par exemple, que la thématique provinciale, justement, du Corbeau, tout le thème de le jeu d'ombre et de lumière entre les innocents et les coupables, l'ambiguïté des apparences, tout ce thème clouseautien qui s'inaugure dans le Corbeau, en tout cas qui se développe dans le Corbeau, est présent quasiment la même année dans L'ombre d'un doute de Hitchcock, qui est un film provincial aussi, qui est un film sur l'indécidabilité de la culpabilité. Il y aurait beaucoup de points à jeter entre ces deux films, et pourtant je suis persuadé que Hitchcock évidemment n'avait pas vu Le Corbeau, qui n'était pas encore sorti, et il pouvait d'autant moins le voir que c'était un film français, et Clouseau évidemment n'a pas vu à cette époque-là L'ombre d'un doute. Et même au-delà des films, Hitchcock, me semble, s'est un petit peu inspiré, je pense évidemment au carton de fin des Diaboliques, où il y a cette injonction de préserver un petit peu ce qui s'est dit pendant le film, de ne pas le dévoiler au spectateur. Hitchcock va un peu réutiliser ces mécanismes un petit peu marketing, faut dire, pour Psychose. Oui, ça c'est certain que le Diabolique, Hitchcock l'a vu, il l'a apprécié, il l'a dit d'ailleurs, je crois. Et quand il fait le film annonce de Psychose, et puis qui dit aux gens de ne pas révéler la fin, évidemment, il s'inspire de Clouseau. Ça, c'est sûr que là, il y a l'autre capillarité entre Clouseau et Hitchcock, c'est les méthodes de mise en scène de soi et la manière de se mettre en avant comme le grand metteur en scène du film à suspense. Et il est certain
à ce moment-là, il découvre pratiquement en même temps, mais là aussi c'est assez parallèle. Il découvre la puissance des médias et la manière dont le metteur en scène peut finalement être presque un personnage du film. Il y a ce que Hitchcock appelait la direction spectateur, mais on pourrait aussi parler de ça s'agissant de Clouseau. Le metteur en scène est presque là pour tenir la main du spectateur et lui dire comment il faut avoir peur. Donc voilà, mais voilà, je crois que là aussi ils se sont un peu rencontrés dans l'escalier, et ils se sont croisés dans l'escalier, sans qu'on puisse dire très clairement qui a inspiré l'autre. Mais il y a évidemment un parallèle à faire entre ces deux cinéastes. Bon, maintenant, il y a quand même une grande différence. C'est que je dirais finalement ce qui fait la grande différence entre Clouseau et Hitchcock, c'est le catholicisme. C'est-à-dire que chez Hitchcock, la notion de culpabilité, elle est quand même une culpabilité chrétienne, elle est liée à l'idée de la rédemption, du pardon, du sacrifice. Dès The Lodger, en 1929, il y a ce thème christique qui n'est pas du tout chez Clouseau. Clouseau est un anarchiste de droite, avec un côté nihiliste, voilà, et une vision totalement déprimée de la nature humaine. Et quand on voit un film comme Le Salaire de la peur, il n'y a aucune rédemption au bout de l'enfer. Une tonalité beaucoup plus sombre chez Clouseau. Oui, parce que alors à part si on cite moi personnellement le film de lui que je préfère, je sais que je fais hurler certaines personnes en disant ça, mais je le dis très sérieusement, je considère que c'est son meilleur film, c'est une comédie, c'est Mickey sa mère. Je considère que c'est vraiment son chef-d'œuvre. Et là, on a un autre Clouseau. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Non, je l'ai pas vu. Mais c'est vraiment un chef-d'œuvre de la comédie de boulevard, porté au cinéma avec à la fois une drôlerie extraordinaire des comédiens, Bourvil, Louis Jouvet, Saturnin Fabre, mais aussi une précision d'orfèvre dans la conduite du texte et des situations, et qui rappelle que Clouseau, c'était d'abord un auteur de comédie. Il a un peu débuté dans ce registre-là, il a été auteur d'opérettes, de revues dans les années 30, il était auteur de chansons. Il y a une double dimension comédie et chanson très importante chez lui, qu'on retrouve un peu dans L'Assassin habite au 21, encore un tout petit peu dans Quai des Orfèvres, puisqu'il y a cette dimension un peu comédie, au début du film en tout cas, et puis évidemment l'hommage au musical, avec toute la première partie du film, et Mickey et sa mère en est quand même disons, peut-être l'apogée, l'épanouissement de cette première veine de son inspiration, avant qu'il ne se spécialise définitivement dans le genre criminel. D'accord. Mais c'est étonnant parce que justement, je pense, et ne pas être le seul, à voir Clouseau vraiment comme ce spécialiste du film entre suspense, policier, à des tonalités graves, ce travail du noir et blanc, même des plans un petit peu tirés des plans allemands d'origine, les angles un petit peu travaillés, ce cinéma un petit peu de la peur. Et pourtant, ce que vous dites me fait penser immédiatement à une tonalité d'humour un petit peu sombre, qu'il a un humour noir, même dans Les Diaboliques ça se retrouve, où il y a ces jeux de dialogue un petit peu pince sans rire. Oui, je crois qu'il faut un peu d'humour, sinon ce serait insupportable. D'ailleurs, quand Paul Meurice dit à sa femme Vera Clouseau d'avaler le poisson, faut en rire, sinon c'est pas possible, c'est du grand guignol. Mais il y a aussi des moments ouvertement comiques, comme tout le moment avec la radio, quand on entend la radio et qu'il y a le speaker qui dit vous venez d'entendre On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, tout ça, ça pourrait presque être du Sacha Guitry. Donc oui, il faut pas sous-estimer cet aspect-là. Je me demande d'ailleurs c'est pas aussi ce qui fait la grande réussite de Clouseau cinéaste, c'est qu'il mélange, comme Hitchcock d'ailleurs, mais pas tout à fait de la même manière, la peur à l'humour. L'Assassin habite au 21, dans Le Corbeau, il y a aussi de l'humour, peut-être un peu moins, dans Le Quai des Orfèvres, il y en a beaucoup. C'est peut-être moins évident dans Le Salaire de la peur, encore que il y a quelque chose d'assez comique quand même dans les relations, l'espèce de relation homosexuelle un peu foireuse entre Charles Vanel et Yves Montand. Alors évidemment, le problème, c'est que ça disparaît un peu des derniers films, et c'est ce qui rend les Espions un film, alors là, pour le coup, presque insupportable de noirceur et de sérieux. Et il retrouve, à mon avis, le grand Clouseau revient, à mon avis, avec La Vérité, qui est peut-être son dernier grand film, et qui est un film quand même assez impressionnant. La Vérité est toujours avec Paul Meurice, ce qui me fait un petit peu enchaîner justement avec un petit peu les acteurs avec lesquels il a travaillé, également sa garde rapprochée, sa femme, Vera Clouseau.
Quel rôle est-ce qu'elle jouait? Bah, là aussi d'une muse, peut-être moins brillante comme comédienne que Suzy Delair, mais tout aussi volcanique. On a justement, puisqu'on parlait des espions, on a un verbatim de tournage de Michel Cournot qui s'appelle Le Premier Spectateur, qui raconte le tournage des espions, et je pense que Vera était vraiment quelqu'un de pas facile à gérer. Mais enfin, c'était à double tranchant, parce que, si j'ose dire, parce que Clouseau cherchait la crise, il cherchait le drame. On le voit bien avec Suzy, on le voit avec Vera. Et il y a en permanence ce côté je t'aime moi non plus, je te provoque, je te cherche, etc. qui fait que c'est difficile. C'est pour ça que quand on dit que Clouseau était tyrannique, etc., c'est vrai. Bon, il y a pu y avoir des baffes ou des violences sur le plateau, mais je pense qu'il suscitait aussi la violence de l'autre. Il a une dimension sadique, il a aussi une dimension masochiste. Donc le rapport était pas simple, d'autant plus que dans le cas de Vera, il faisait travailler une non-comédienne. Alors bon, certes, il l'avait rencontrée dans le cadre de la troupe de Louis Jouvet, puisqu'elle était au départ la maîtresse de Léo Lapara, qui était un peu le factotum de Jouvet. Bon, ensuite, il va en faire sa maîtresse, puis son interprète. Et là, le fait de la forcer à être comédienne, alors qu'elle était pas vraiment comédienne, produit des étincelles, évidemment, et produit quelque chose d'intéressant. Je pense que Les Diaboliques ne serait pas un film aussi puissant si au milieu on avait une actrice comme Danielle Delorme ou Jeanne Moreau, si vous voulez. Là tout d'un coup, on a une actrice qui est quand même assez mal à l'aise, et c'est presque elle qu'on fait souffrir. Alors vous direz aujourd'hui avec MeToo, bon, c'est pas très bien vu tout ça, mais ça produit un film d'une puissance extraordinaire, puisque en plus, bon, on a su a posteriori qu'elle avait des problèmes de cœur, comme Clouseau d'ailleurs. Or, elle joue dans le film une femme qui est conduite à la mort parce que justement elle est cardiaque. Donc ça donne un côté psychodrame, c'est presque du Marina Abramovic avant la lettre, côté performance cruelle, qui donne au film une modernité incroyable. Et c'est ce qui fait... Bon, personnellement, c'est pas forcément le film de Clouseau que je préfère, mais je constate qu'en tout cas, c'est celui qui a la plus grande postérité, à cause de ce côté expérimental, et puis aussi parce qu'il a finalement presque inventé un genre. Alors là, on sort du film à suspense pour aller vers quelque chose qui va plutôt se développer en Italie, c'est le giallo. Hein. Oui. Et je me demande s'il n'y a pas toute une dimension du giallo qui est née des Diaboliques. Hein. S'il n'y avait pas eu le Diabolique, je pense qu'il y a plein de films de giallo qui n'auraient même pas été conçus. Vous avez esquissé un petit peu le portrait de Clouseau. Oui, on entend souvent comme quoi il était tyrannique, les baffes, etc. J'écoutais une interview également de Paul Meurice qui expliquait que pour autant, il y avait ce respect mutuel, malgré cette violence, malgré ces colères, lorsqu'il s'agissait de faire un travail d'orfèvre sur notamment les films qu'ils ont fait ensemble, où Clouseau exigeait de lui un travail très réaliste. Et il prenait l'exemple à un moment, il avait frappé une table et son produit n'avait rien de réaliste. Donc il avait ce désaccord avec lui sur le fait que le cinéma devait être réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, je crois que Clouseau, c'est toujours un peu ambigu, mais comme je disais, il cherche à reconstituer une vision intérieure, mais aussi peut-être des sons. Et en l'occurrence, et il y a la volonté de donner à ce cauchemar le maximum de vérité. J'aime pas trop le mot de réalisme parce qu'il est très bon, il veut dire un peu tout et son contraire. Je dirais pas non plus pour autant que Clouseau est un cinéaste naturaliste, mais il y a vraiment chez lui le désir de donner une sorte d'incarnation et de vérité, enfin en tout cas de force de vérité ou de vraisemblance, si on veut être plus précis, à l'irrationnel. C'est-à-dire que là aussi, c'est une petite différence avec Hitchcock. Hitchcock ne dédaigne pas d'aller vers le fantastique avec Les Oiseaux, par exemple, ou vers le gothique avec Rebecca. Alors que chez Clouseau, il y a vraiment quelque chose de très français. C'est-à-dire que c'est vraiment la peur, l'horreur, le fantasme sont mis à plat, sont mis à nu. D'une manière de telle sorte qu'on est obligé d'y croire tellement c'est vraisemblable. Alors, et en même temps, c'est au prix d'une façon qu'a Clouseau d'escamoter une partie de ça, sinon ce serait pas possible, puisque ça joue au fond beaucoup sur la suggestion. On a tous les signes extérieurs de l'horreur, mais l'essentiel est toujours caché. Ça aussi, c'est très français. Il me semble que Hitchcock va peut-être un peu plus loin dans la monstration de l'horreur, par exemple dans Psychose.
Ce que fait par exemple Hitchcock dans Psychose, nous montrer la tête empaillée de la mère dans Psychose, je suis pas sûr que Hitchcock le ferait. Parce que ça l'intéresse beaucoup plus de suggérer la peur derrière le réalisme de l'image, de suggérer la peur qui frappe à la porte mais qui n'entre jamais. Et je crois que c'est ce qui fait cette scène extraordinaire de la fin des Diaboliques, où on est là avec Vera Clouseau qui attend dans le couloir, il y a des ombres, il y a cette machine à écrire qui annonce Shining de Kubrick, il y a tout un côté. Voilà, on a ce sentiment que il arrive à faire croire à la peur, même si tout ça se passe dans la tête du personnage, à partir d'une extraordinaire force de vérité des images. Mais la peur reste toujours mise à distance. Alors vous me direz, il y a quand même le corps de Paul Meurice qui se lève de la baignoire, mais précisément, c'est un subterfuge. Ce n'est pas vraiment une image de zombie ou de mort-vivant ou même de fantôme ou de cadavre, c'est un faux cadavre. Mais justement, vous revenez sur la fin des Diaboliques. Dans notre épisode consacré aux Diaboliques avec mon frère Maxime, on s'est amusé justement à essayer de trouver qui pouvaient être ces fameuses Diaboliques du titre du film. Est-ce que pour vous, cela vise des personnages en particulier ou est-ce que c'est une idée plus abstraite finalement ? Oui, c'est une idée plus abstraite. Je pense que Clouseau est un lecteur de Pirandello, grand auteur de théâtre qui a beaucoup marqué les gens de sa génération. Donc il a cette vision un peu de la relativité des apparences. Je crois qu'il s'est beaucoup inspiré de ça. Et si vous regardez tous ces films, il y a toujours ce côté indécidable où dans l'Assassin habite au 21, on part sur plein de pistes différentes. Dans Le Corbeau, n'en parlons pas. Bon, voilà. Et je dirais même que ça produit une espèce d'effet de vis sans fin, comme ça, de vertige infini, qui évidemment se déploie pleinement dans Les Diaboliques, avec le gamin qui à la fin vient nous dire ben oui, moi j'ai vu Madame la directrice alors qu'on vient de la voir mourir l'instant d'avant. Mais c'est un principe de récit chez Clouseau. C'est un principe, je dirais, presque organique pour lui, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Mystère Picasso. Parce que dans le Mystère Picasso, il nous donne à voir Picasso qui peint des toiles, enfin des transparences, et petit à petit, on croit que ça va être le tableau définitif, qu'on a acquis une sorte de certitude que l'œuvre elle est close, elle est achevée. Eh ben non, il y a encore une autre œuvre derrière l'œuvre, et comme ça sans fin, parce que Picasso est une sorte d'artiste total, inépuisable, infini, dont le génie est tellement infini qu'il ne cesse de produire de nouveaux possibles. Donc il y a ce côté, et je pense très sérieusement qu'il faut regarder le Mystère Picasso comme un film à suspense, représentant l'artiste comme un criminel toujours capable d'agir plus fortement, plus violemment, plus puissamment sur la réalité. Donc il y a ce double aspect chez Clouseau. Il y a à la fois le réalisme dont je parlais, et en même temps un réalisme qui contient derrière lui une folie de l'infini. C'est le propre de l'obsessionnel. Hein. Clouseau, s'il y a quelqu'un qui est vraiment un obsessionnel, c'est bien Clouseau. Je pense que c'est quelqu'un qui, entre deux films, sombrait dans de longues périodes de dépression, parce que justement, il est en proie à ce vertige des possibles et à cette hantise de l'infini qui caractérise l'obsessionnel. Et il n'arrive à le conjurer, à l'enclore, que dans l'extrême précision, dans l'extrême rigueur, on pourrait dire dans l'extrême étroitesse de l'image cinématographique qui lui permet de contenir son vertige. Mais il y a ce balancement entre les deux qui fait l'extraordinaire tension de son cinéma. Vous l'avez dit, Les Diaboliques est son film sûrement le plus populaire dans le sens le plus vu ou connu des gens aujourd'hui. Pour autant, quel film ou réalisateur actuel vous semble être un petit peu les héritiers de l'ensemble de son œuvre ? Oh, c'est difficile à dire. Moi, j'aime pas beaucoup ce petit jeu parce que je considère qu'un grand cinéaste est unique. C'est comme quand on me demande de dire quels sont les cinéastes romériens aujourd'hui. Bon, je suis bien en peine. Il y a beaucoup de cinéastes qui se réclament de Romer aujourd'hui, mais enfin, ça me paraît un peu bidon. Hein. J'y crois pas beaucoup à cette histoire-là. On peut imiter un mauvais cinéaste, on peut être le disciple d'un mauvais cinéaste, mais je pense que si on veut commencer à être le disciple d'un grand cinéaste comme Clouseau, à mon avis, on se prépare des mauvaises surprises. Et des mauvais films. Alors évidemment, on peut trouver des bouts de Clouseau chez Kubrick, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que Kubrick avait vu Les Diaboliques? C'est possible. On peut trouver une influence également chez Hitchcock. À la limite, ce qui paraîtrait le plus évident, c'est Chabrol,
Mais je suis pas sûr que Chabrol, au fond, soit tellement proche de Clouseau, parce que quand on voit quand il fait un remake de l'Enfer, ça donne un assez mauvais film, qui est vraiment pas le meilleur film de Chabrol. Et je pense que son rapport au suspense, au crime, sont quand même très, très différents. D'ailleurs, je sais pas s'il y a tellement de suspense chez Chabrol, c'est autre chose, c'est plutôt de l'analyse psychologique, c'est encore autre chose. C'est un très grand cinéaste, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Non, je sais pas. Je sais que des cinéastes actuels comme Bong Joon-ho, par exemple, admirent Clouseau. Je pense que c'est le cas de Xavier Giannoli. Oui, c'est très bien, c'est leur droit. Enfin, je vois vraiment rien de Clouseau dans leur cinéma. Et qu'est-ce qui fait donc, selon vous, que finalement, les films qu'il a fait restent intemporels? Je crois que c'est à la fois ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce mélange de folie et d'extrême rigueur dans la manière de restituer tous les détails de son fantasme. Ça en fait un grand peintre du cinéma et un explorateur de ses abîmes intérieurs à travers une rigueur plastique extraordinaire. Bon, ça c'est ça. Ça c'est, à mon avis, c'est vraiment la pierre angulaire de son cinéma. Il y a la dimension de récit, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment un sens du récit assez extraordinaire, du rythme et de la manière d'empoigner le spectateur. Moi, je vois bien ça quand je passe des Clouseau à mes étudiants. Il y a des cinéastes de cette époque que j'admire beaucoup qui ne marchent plus. Qui n'ont plus de... Alors que Clouseau, ça marche. Parce qu'il y a cette manière d'empoigner le spectateur avec un récit extrêmement rythmé, extrêmement efficace. Il y a toute une dimension sexuelle aussi chez Clouseau. Une crudité sexuelle dès l'Assassin Vito 21 jusqu'à La Vérité, et qui fait que ça fait aussi la modernité de son cinéma. Parce que c'est quand même un cinéma qui parle assez crûment des rapports entre hommes et femmes, notamment dans le dialogue. Et aussi, il y a même de l'homosexualité. Enfin, voilà, il aborde vraiment tous les cas de figure. Et ça aussi, ça fait que son cinéma reste très présent, parce que c'est un cinéma très concret dans sa manière de mettre en scène les corps et l'attraction entre les corps. Bon, et puis, il y a un troisième aspect qui est quand même très important, et c'est peut-être le plus important, c'est la direction d'acteur. C'est un des plus grands directeurs d'acteurs qui ait jamais été. Il est génialissime, aussi bien avec des grands acteurs comme Louis Jouvet, qu'il modifie de fond en comble. C'est la seule fois dans Quai des Orfèvres où Jouvet joue autre chose que Jouvet, où il joue un vrai personnage. Il arrive à faire en sorte que ce comédien, qui jouait quand même beaucoup avec des tics, il se transcende à travers une composition qui reste quand même la plus bouleversante qu'il ait faite. Avec Pierre Freinet aussi, qui le dépoussière et dont il rappelle à quel point ça pouvait être un grand comédien. Mais il peut aussi être un très grand directeur de mauvais acteurs, comme Yves Montand, qui est un acteur épouvantable, et qu'il arrache une performance extrêmement physique très forte dans Le Cédar de la peur. Et aussi des non-acteurs, comme, ne parlons pas de Brigitte Bardot, qui elle, pour moi, était une grande actrice, mais il faut vraiment voir la vérité pour le savoir, parce qu'elle n'a pas eu d'autres occasions de le montrer, pas beaucoup d'autres occasions. Et puis, aussi bien avec des non-acteurs absolus comme Vera, dont on parlait à l'instant. Je pense qu'il aurait pu faire jouer n'importe qui et en tirer. Alors, bon, il y a peut-être des limites. Parfois, Gérard Setti, dans Les Espions, parfois, il se cogne quand même à des limites. Mais voilà, ça, c'est vraiment... parce que je crois que c'est une part très importante de son génie de metteur en scène, c'est d'arriver à faire en sorte que le comédien sorte ses tripes, crache sa vérité intérieure, soit presque à poil, à poil de vérité en tout cas, hein, de vérité intérieure. Et c'est d'autant plus fort quand c'est un comédien connu. Mais si vous prenez Suzy Delair dans Quai des Orfèvres, le moment où elle crache ses 4 vérités à Jouvet dans sa loge, c'est un moment extraordinaire. Ou Brigitte Bardot, quand elle crache leurs 4 vérités au juge dans La Vérité. C'est des moments... tout d'un coup, le jeu d'acteur rejoint la performance et où il arrive à pousser l'acteur, là aussi, à l'extrême limite de ce qui est possible. D'où, évidemment, les dérapages, aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, d'ailleurs. Il ne faut pas croire que c'était un metteur en scène qui était dur uniquement avec ses actrices. Hein. Et Paul Meurice et Bernard Blier ont été bien placés pour le savoir. Vos propos me font penser également à une interview que vous avez donnée pour la Cinétech, où vous qualifiez Clouseau de pervers, dans le sens où il aimait être dans un système, mais justement avoir ce côté disruptif et de le casser un petit peu de l'intérieur. C'était la même chose pour les acteurs, justement. Il les recrutait parce qu'il les voyait géniales dans un type de jeu, mais voulait les utiliser un petit peu à contre-emploi.
Oui, bah, le propre du pervers, c'est qu'il veut répéter quelque chose, mais en même temps, il faut toujours que ça bouge un peu. Alors, je pense que Clouseau, il prépare énormément. Il faut rappeler qu'il écrivait ses films avec son frère, qui signait Jérôme Géronimi, mais qui était en fait Jean Clouseau, son frère, qui l'empêchait de signer de son propre nom. Mais donc c'est intéressant, ce rapport d'écriture entre deux frères. Les Diaboliques ont été écrits par Jean Clouseau. Donc des films extrêmement écrits, avec des storyboards. Diabolique, c'est storyboardé, comme Le Salaire de la Peur, comme Les Enfers, comme Les Espions. Donc aucun metteur en scène français, même Carnet ou Autant Lara, ne faisait des storyboards. Là, c'est exceptionnel. Donc il fallait que tout soit prévu à la virgule près, les storyboards étant faits par le chef d'écho, Max Douy. Et donc il y a ce côté extrêmement prévisionnel. Faut qu'il n'y ait pas une seconde d'imprévu. Faut vraiment arriver à ce que tout concorde, à réaliser cette vision intérieure du cinéaste. Et en même temps, le comédien, et tout va être prêt pour ne plus se concentrer sur le tournage que sur la direction d'acteur. Et je crois que c'est le moment de grande jouissance artistique de Clouseau. Je pense qu'il devait beaucoup souffrir dans la préparation de ses tournages. Mais là, je pense qu'il a une extraordinaire jouissance et liberté peut-être aussi à faire intervenir le comédien dans ce cadre contraint et à lui faire inventer sa liberté ou inventer sa vérité. Tout d'un coup, le comédien arrive et vient, je dirais pas bousculer, mais vient faire légèrement bouger, trembler, flotter, vivre ce qui aurait pu n'être qu'un cadre mort, et lui apporter ce surcroît de vérité qui fait la vie du cinéma de Clouseau. Le cinéma de Clouseau pourrait être un cinéma d'antiquaire, mais ce qui fait que c'est un cinéma d'une formidable vitalité, c'est la force de cette direction d'acteur, qui fait que le comédien il est toujours un peu sur la corde raide avec Clouseau. Il est toujours remis en cause. Il est pas dans sa zone de confort, et c'est ce tremblement qui le rend d'autant plus vivant et bouleversant. On se rapproche doucement des questions de fin. J'ai une question peut-être un petit peu qui sort du lot. Si vous la trouvez pertinente, pas obligé de répondre. Je me demandais si Clouseau était contemporain de notre époque, eh bien, quel type de film aurait pu lui plaire, quel réalisateur, quelles étaient ses sensibilités, quels étaient ses goûts un petit peu pour essayer de le comprendre lui en termes de cinéphilie. Je pense que Clouseau, il s'est intéressé à tout. On sait, d'après ses comptes rendus de lecture au sanatorium, parce que vous savez qu'il a passé plusieurs années, comme il est tuberculeux, il a passé plusieurs années au sanatorium quand il était jeune, donc il lisait énormément, Proust, Freud, Pirandello, Joyce. C'est quelqu'un qui avait une énorme curiosité littéraire, énorme curiosité de la peinture, des arts plastiques, de tout ce qui se faisait de plus contemporain. On le voit évidemment dans des films comme Mystère Picasso, bien sûr, mais surtout L'Enfer et La Prisonnière, son dernier long métrage. Et je pense qu'il voilà. Alors, est-ce qu'il voyait les films contemporains? Ça, j'en ai pas de traces précises, mais j'en suis persuadé. On a parlé tout à l'heure de ses influences. Bon, je pense qu'à l'époque, c'était certainement moins Hitchcock que Fritz Lang, qui était pour tous les gens de cette génération une influence absolument prépondérante. Et je pense que s'il y a un cinéaste que Clouseau aurait pu citer comme sa grande influence, c'est certainement Fritz Lang. Ensuite, il a certainement vu plein de films de ses contemporains. Il avait un goût pour le cinéma néo-réaliste italien. Il y a tout ce projet très intéressant qu'il forme juste après Miquette et avant Le Salaire de la Peur, où il veut aller tourner un grand documentaire au Brésil. Donc il y a toute cette veine documentaire, je pense qu'il connaissait très bien Flaherty, tout ça, et donc il a envie de faire un film comme ça. C'est une tentation qui revient assez régulièrement dans son œuvre. Le film ne se fera pas, il en reste un petit court-métrage qui s'appelle Brasil, qui est le témoignage d'un tournage qui peine à se mettre en place, d'autant plus que Vera est déjà malade. Bon. Mais donc voilà, il y a chez lui une attention extrême à l'ère du temps. Et je suis persuadé que s'il vivait aujourd'hui, oui, il serait passionné par tout ce qui se passe, par tout ce qui se fait, et il ferait certainement un film autour des violences sexuelles. C'est un sujet qui le passionnerait, vous voyez. Alors peut-être, évidemment, le revers de la médaille, peut-être avec un certain opportunisme, parce qu'il ne faut peut-être pas sous-estimer cet aspect-là chez lui. C'est quelqu'un qui est sensible à l'ère du temps, mais c'est aussi quelqu'un qui s'adapte à l'ère du temps, et qui va aller chercher des sujets à la mode. Je pense que quand il fait Le Corbeau, le sujet à la mode,
Le contexte. Les lettres anonymes. Quand il fait Manon, il va tout d'un coup mettre en scène l'exode des Juifs en Palestine, parce que c'est le sujet brûlant à ce moment-là. Quand il fait Le salaire de la peur, c'est l'exploitation des pauvres en Amérique du Sud par les grands groupes pétroliers. Voilà, il y a ce côté un peu roublard chez lui, mais en même temps, ce qui le sauve, et ce qui fait que ces films ne sont pas simplement des films d'adaptation à l'air du temps, c'est qu'à chaque fois, il fait des films je dirais, si j'étais vulgaire, pour foutre la merde, et pour mettre les pieds dans le plat. Et il parle de sujets de son temps, mais de sujets vraiment dangereux, des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter, qui sont à la fois brûlants et cachés. Les lettres anonymes, personne n'aurait osé traiter un sujet pareil en 1943, et lui, il ose le faire. L'exode des Juifs en Palestine, il n'y a pas un cinéaste français qui s'y intéresse à ce moment-là, à part lui. Donc voilà, il y a à la fois ce côté de faire des gros coups, mais toujours des gros coups à partir de sujets extrêmement sulfureux qu'il est le seul à avoir le courage de traiter. Et est-ce que vous auriez une anecdote, qu'elle soit sur un film en particulier qui vous parle, ou sur un tournage, ou même sur Clouzot lui-même, que le grand public ne connaîtrait pas, voilà, un petit quelque chose, une petite anecdote à nous partager? Alors, j'ai pas forcément ça sous la main. Oui, non, il y a l'histoire assez amusante, mais ça, c'est vraiment à la fin, pour illustrer le côté Clouzot et ses actrices. C'est La prisonnière. C'est Elisabeth Wiener qui était l'interprète de ce film, qui m'a raconté ça. C'est dans les bonus d'ailleurs du film, dans le coffret Clouzot. Elle devait faire une prise, voilà, et puis je pense que Clouzot, qui se tenait un peu en dessous, à côté de la caméra, vous savez, à l'époque, les metteurs en scène, il n'y avait pas le combo, donc les metteurs en scène s'asseyaient en dessous de la caméra, et puis souvent regardaient comme ça, un peu par en dessous, ce qui se passait. Et puis Clouzot, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, s'est mis pour lui donner un peu de cœur à l'ouvrage, il se met physiquement à lui mordre le mollet. D'accord. Donc elle a poussé un hurlement, elle lui a donné un grand coup de pied, il a envoyé valdinguer dans le décor. Le tournage s'est arrêté, je crois, pendant un bon moment, d'autant plus c'était juste avant mai 68, donc mai 68 a coïncidé avec la révolte d'Elisabeth Wiener. D'accord, oui, une belle anecdote. Écoutez, on a évoqué beaucoup de choses, c'est très, très dense. Je pense que les auditeurs ont déjà de quoi faire pour ceux qui hésitent justement à regarder des films de Clouzot. Pour autant, je vous pose cette question, c'est la question que je pose à la fin de tous mes podcasts. Une manière peut-être aussi de rassembler un petit peu les idées. Pourquoi est-ce que vous pensez que les auditeurs et les cinéphiles devraient voir les films de Clouzot selon vous? Parce que je crois que c'est... D'abord parce qu'on y prend un plaisir extraordinaire. Je crois que, moi personnellement, je vous avoue que j'aimerais qu'il ait fait beaucoup plus de films, parce qu'à chaque fois que je vois un film de Clouzot, je les connais par cœur, mais j'ai un énorme plaisir. Il n'y a pas beaucoup de films qui procurent autant de plaisir que les films de Clouzot. Il n'en a fait que 11, c'est ça? Il en a fait 11, oui. Parce qu'encore une fois, il était obsessionnel, dépressif, malade, et qu'il est mort jeune. Mais on aimerait qu'il en ait fait 50, parce que ce sont des films qui sont incroyablement jouissifs. On ne s'ennuie pas une seconde à regarder un film de Clouzot. C'est vraiment un cinéaste du plaisir, et c'est quand même pas secondaire. Et par ailleurs, c'est une extraordinaire leçon de cinéma, leçon de rigueur, encore une fois, leçon de précision dans la direction d'acteur, dans la composition du cadre, dans la composition du récit. Dis donc, c'est finalement le témoignage qu'on arrive au plaisir par la rigueur. Écoutez, Monsieur Herb, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. On pourrait dire encore beaucoup de choses, je le sens bien, et votre passion est très communicative. On a envie de poser encore plein de questions. Mais je vais rappeler, du coup, vous êtes l'écrivain de Souvenirs écran. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot? Non, écoutez, je sais pas, j'espère que votre podcast donnera l'envie à beaucoup de jeunes gens
regarder des films de Clouzot. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire, surtout s'ils ou elles veulent faire du cinéma, de surtout pas essayer de l'imiter. D'accord, c'est bien noté. Regardez ces films, admirez-les, mais faites autre chose. Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Herp d'avoir pris le temps avec moi de revenir sur Clouzot, réévoquer l'épisode des Diaboliques avec moi, d'aller chercher justement au-delà de ces films et de connaître un petit peu mieux Henri-Georges Clouzot aujourd'hui grâce à vous. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle séance qui était une hors-séance consacrée à Henri-Georges Clouzot, avec cette interview de Monsieur Herp qu'on remercie vraiment du fond du cœur pour son temps et pour la passion qu'il a transmis durant l'entretien. J'espère que ça va vous intéresser de redécouvrir la cinématographie d'Henri-Georges Clouzot, maintenant que vous en connaissez davantage à la fois sur l'homme et ses controverses, et également sur ce réalisateur prolifique avec tous ces chefs-d'œuvre cinématographiques dont nous avons hérité. Je suis très content de démarrer l'année 2025 avec cet épisode. Je vous en prépare déjà 3 à 4 en simultané. Nous allons retrouver des interviews avec des personnes avec lesquelles j'aime échanger sur les films. Il y aura des festivaliers, il y aura des professionnels du milieu du cinéma. Donc continuez de nous suivre si vous voulez continuer d'explorer avec nous le cinéma de patrimoine, le cinéma mondial. Nous allons vous emmener dans d'autres pays, d'autres cultures et à travers d'autres mouvements du cinéma. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit notre compte Instagram, X ou également notre chaîne YouTube pour retrouver les épisodes si c'est plus simple pour vous de nous écouter sur cette chaîne. Partagez également les épisodes de podcast et si le cœur vous en dit, laissez-nous des étoiles sur Apple Podcast. On vous en remerciera jamais assez. C'est ce qui nous permet justement de continuer de faire ces épisodes en ayant une communauté de plus en plus active et on vous en remercie. Si vous souhaitez connaître les derniers épisodes, je vous invite également à nous rejoindre sur notre newsletter que vous trouverez directement sur notre site web lié à Ocha. En attendant, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de Rétrociné.